Bonjour Jacques Cloteau, donc je sais que tu as beaucoup voyagé avec ton âne, Ferdinand. Est-ce que tu peux nous dire le genre de trajet que tu as effectué déjà? Alors, ben voilà, oui, j'ai fait un grand voyage, c'était en 1993, mon premier grand voyage avec Ferdinand. Ma première randonnée au long cours également, c'était le voyage de Saint-Jacques-de-Compostelle, du Puy-en-Velay jusqu'à Santiago. Et au retour de ce voyage, j'avais tellement pris goût au bonheur de voyager avec une paire d'oreilles que j'ai décidé désormais de passer toutes mes vacances avec un petit âne et à pied. Voilà, donc après, c'était la découverte de l'Europe, de la France bien sûr et de l'Europe à pied avec un petit âne, avec Ferdinand, parce que c'est toujours lui qui m'accompagne aujourd'hui dans les voyages. Alors on a fait beaucoup de voyages, on a traversé la France 5 ou 6 fois dans tous les sens, mais ça on va passer rapidement. Il faut à peu près 5-6 semaines pour traverser la France d'un bout à l'autre, hein, quel que soit le coin de l'Hexagone qu'on prend. Et puis on a fait également un grand voyage qui nous a amené un jour du Mont-Saint-Michel jusqu'à Venise, en traversant la Suisse. J'ai fait également un très très beau voyage qui m'a emmené du sud du Portugal, de l'Algarve, jusqu'au nord, du côté de Bragança. Un autre aussi grand voyage qui m'a amené depuis Paris jusqu'à Berlin, capitale de la République fédérale d'Allemagne. Et un autre beau voyage qui m'a emmené depuis Berlin jusqu'à Riga, au bord de la Baltique, le long de la capitale de la Lettonie. Voilà, ce sont les plus grands voyages, hein, donc on oublie les plus petits puisque ceux-là, ce sont des anecdotes. En dessous d'un mot, on n'en parle pas. Alors aujourd'hui, les gens ont perdu tout contact avec les animaux et toute notion du travail et du service que peut rendre un petit âne. Ce qui fait que quand j'arrive dans un petit village, souvent, il y a toujours une mamie qui est là pour me dire « Oh, mais cet âne est beaucoup trop chargé ». Alors autrefois j'expliquais que finalement il y avait beaucoup de duvets et de tentes et que ça pesait pas bien lourd en dépit du volume. Aujourd'hui c'est vrai que j'ai plus trop envie de me justifier et je me contente souvent de répondre non, il y a seulement 300 kilos sur le dos. Et il est arrivé que des gens un petit peu plus niaiseux que les autres, je me souviens d'une dame en Suisse notamment qui est allée chercher les gendarmes pour porter plainte contre moi. Bien évidemment les gendarmes m'ont envoyé promener en disant 300 kilos sur un homme, c'était complètement impossible. Voilà, mais ça fait partie un petit peu de la perte de la réalité des gens aujourd'hui avec la capacité des animaux à porter des poids. Alors un âne n'a pas peur de grand chose à vrai dire, et notamment le bruit lui est à peu près indifférent, il peut marcher le long d'une route avec des poids lourds et des voitures sans avoir peur de rien. Seulement un jour, voilà, c'était en Bourgogne, il y a un avion en réaction qui est passé très 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 bas, il était vraiment en rase-mode, peut-être à 30-40 mètres d'altitude, et juste au-dessus des oreilles de Ferdinand, qui était à peu près à 50 mètres en arrière de moi. Et là, ça a été la peur de sa vie, donc il est parti au triple galop avec tout le bagage sur le dos, et il m'a rejoint bien vite pour caler son petit museau contre mon bras, en me demandant de le protéger contre cette énorme bête faramine qui avait envie de le manger. Alors si on évoque les refus de l'âne, pour moi le plus flagrant, comme beaucoup de bourricotiers randonneurs, c'est l'eau. Quand j'ai acquis mon Ferdinand, il faisait le tour d'une flaque d'eau, comme un chat. Et quelques semaines après, il traversait les torrents dans l'Auvergne sans aucune peur. Ça ne s'est pas passé comme ça, il a fallu d'abord que le maître mette les deux pieds dans l'eau pour lui montrer l'innocuité totale d'un torrent qui a 5, 10, 20 cm d'eau. C'est vrai que pour lui ça fait du bruit, c'est froid, il y a des galets qui roulent, et a priori il a un petit peu peur. Et une fois qu'il a goûté et qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun danger, par contre le petit âne va traverser des étendues d'eau sans problème. Ferdinand par exemple a traversé il y a quelques années la baie du Mont-Saint-Michel, dans le brouillard avec de l'eau jusqu'au ventre, avec les sacoches qui trempaient dans l'eau, de l'eau salée bien évidemment. L'anecdote c'est que lorsqu'il a voulu boire un petit peu, il a goûté l'eau salée et il s'est aperçu que c'était pas bon du tout. Il a passé un quart d'heure ensuite à cracher tout ce qu'il pouvait pour enlever ce goût épouvantable. Voilà, mais il suffit de l'apprivoiser le petit âne et cet obstacle qui est l'eau en général n'en devient plus un. Alors, une des difficultés lorsqu'on traverse une grande rivière avec un âne, c'est quelquefois il n'y a pas de pont et il existe encore des bacs. Le problème c'est que le bac lui est simplement amarré au ras de la rive, il est
le pont qui descend sur la rive est simplement posé, donc ça fait du bruit. Il y a le bruit de l'eau également qui s'écoule sous le bac, il y a l'odeur du gasoil, du moteur, et le bruit du grincement des poulies, ce qui fait que l'âne a quand même beaucoup peur de monter sur ces trucs qui bougent. Et pour monter sur le bac du Pèlerin, donc qui est à côté de Nantes, il a fallu s'y mettre à 4. Donc 3 marins sont venus m'aider, et puis on a pris chacun une patte de Ferdinand, on l'a porté et on l'a emmené au milieu du bac où on l'a attaché. Autant vous dire que pour descendre du bac, il n'y a pas eu besoin de marin. Il s'est précipité sur la rive au triple galop, en se jurant bien qu'il n'en monterait jamais sur un bac, ce qu'il n'a plus jamais fait. Il n'a plus jamais refusé, je veux dire, puisqu'il est monté après sur beaucoup d'autres bacs. Il a traversé l'Elbe notamment, ou le Niémen, ou d'autres fleuves dont j'ai oublié le nom, sans aucun problème. Alors Ferdinand, dans la traversée des villes, à vrai dire, la traversée d'une ville pose surtout des problèmes par rapport à l'âne aux automobilistes, parce que lui, l'âne n'en a rien à faire. Il va passer au milieu de la route, voir au ras des rétroviseurs, et puis il va continuer son chemin jusqu'au centre-ville, puis ensuite le chemin inverse pour sortir. Mais par contre, les automobilistes qui ont l'habitude de rester dans leur voie de circulation et de circuler bien à droite ou bien à gauche, se retrouvent là en général complètement bloqués et doivent attendre que mon Ferdinand ait traversé l'intégralité de la rue, ce qui peut faire 200 ou 300 mètres des fois, pour pouvoir continuer à avancer. En général, les gens le prennent bien et patientent derrière le petit âne jusqu'à ce qu'on arrive au bout du chemin. Certains commencent à klaxonner, certains s'impatientent, certains voire même émettent quelques grossièretés. Mais tout ça, et dans quelle grande ville tu es passé avec ton âne? Oh, j'ai traversé énormément de grandes villes. J'évite de le faire quand je peux. Mais j'ai été obligé quelquefois parce que mon itinéraire traversait certaines grandes villes. Je pense par exemple à Berlin, ou à Holstein en Pologne, ou à Riga en Lettonie, ou à Burgos et León en Espagne, puis voir Paris également, qu'on a traversé une fois complètement. Quel endroit de Paris? Et on était parti de la basilique Saint-Denis pour aller jusqu'à Notre-Dame, en suivant le canal. Alors, je me souviens d'une randonnée qu'on avait faite dans le nord de l'Italie, où le gros danger était les automobilistes italiens, qui sont des fous furieux sur les routes, et qui, sur des toutes petites routes étroites, quand je dis étroites, c'est des routes où on se croise difficilement à deux, n'hésitent pas à doubler alors qu'ils voient qu'en face il y a un individu qui se promène avec son âne. Et là on voit arriver en face de soi deux fous furieux qui sont à 120 à l'heure sur une route de 3 mètres de large, et normalement ça ne passe pas. Et effectivement ça ne passe pas. Souvent j'ai eu des rétroviseurs qui se sont accrochés à mes sacoches au risque de chavirer l'âne dans le ravin et son maître avec. La seule solution que j'ai eue pour contrer ça, ça a été de mettre un bâton sur ma droite avec un petit mouchoir blanc que j'écartais d'environ 1,50 m de moi. Et les automobilistes italiens ont tellement peur d'abîmer leur belle mécanique que là, ils s'arrêtent pour éviter de frapper le bâton. Et bien sûr, ils s'arrêtent et ils m'envoient une bordée d'injures, puisque je les ai ralentis d'environ 10 secondes dans leur course folle de village à village. Donc là, j'ai eu très très peur. Il existe une anecdote qui m'est arrivée un jour sur le chemin de Compostelle qui dénote la peur que les chevaux ont des ânes. Je croisais donc une troupe de cavaliers qui était guidée par un moniteur qui a demandé à tout le monde de mettre pied à terre pour croiser mon petit âne sur un chemin très étroit. Et tout le monde a obéi, sauf une cavalière qui, avec ses belles bottes en cuir et sa bombe en cuir sans doute aussi, a refusé de mettre pied à terre. Le cheval est passé à côté de l'âne et a fait un bond somptueux, est parti au galop brusquement, et la cavalière s'est retrouvée dans le buisson d'épines le plus proche, le cul dans les épines. Bien évidemment, Ferdinand a continué pendant ce temps-là à brouter son buisson, et moi j'ai pas osé pouffer de rire, mais intérieurement c'était très fort. Une des difficultés de la randonnée avec un petit âne lorsqu'on traverse un terroir d'élevage, c'est qu'on y trouve beaucoup de mouches plates ou de taons. Et ça, ce sont des centaines de ces saloperies de bestioles qui se précipitent sur l'âne, donc sur le museau, autour des yeux, sur les parties intimes, sur le dessous du ventre, sur l'intérieur des pattes.
et qui se collent là-dessus, qui rentrent leur dard et qui lui sucent le sang. Ça, c'est très désagréable pour lui d'une part, et en plus ça le fatigue énormément. Alors pour ça, il n'y a pas 40 solutions. Il existe des produits qu'on trouve dans le commerce, qu'on doit passer toutes les heures, toutes les 2 heures, tous les jours, selon la force du produit, pour débarrasser l'âne de ces bestioles. Et également du maître, parce que dans certaines forêts de Pologne, le maître aussi était attaqué par l'étang. Alors, une des plus grosses frayeurs et difficultés que j'ai eues avec l'âne, ça a été un jour d'enliser mon âne. C'est-à-dire qu'en Suisse, au cours d'une journée particulièrement pluvieuse, à un moment donné, le sentier de randonnée traversait une espèce de marécage et le chemin avait été tapissé de tout petits rondins sur lesquels on était censé passer pour éviter de s'enfoncer. L'âne, lui, a eu peur de ces rondins qui bougeaient un peu, et en plein milieu, donc il s'est écarté et il s'est mis les 4 pattes dans le marécage. Immédiatement, il s'est enfoncé jusqu'au ventre. Et là, ça a été très difficile puisqu'il a fallu le débattre d'urgence, donc enlever à toute vitesse le bas et les bagages, qui étaient déjà à moitié enfoncés dans la boue, et ensuite essayer de tirer l'âne de ce mauvais pas. On était bien sûr à 5 ou 6 heures de marche de tout secours. J'étais avec une amie. Et la solution, ça a été de passer la longe sous le corps de l'âne et de le faire glisser, je dis bien glisser, sur le côté, jusqu'à rencontrer un terrain beaucoup plus stable. Et heureusement, mon petit Ferdinand, lui, a été très très calme et gentil, donc il s'est laissé faire, et on a réussi à le tirer de ce mauvais pas, mais là on a eu très très peur. Et le sol, donc c'était marécageux, et c'était quoi comme terre? C'était une espèce de tourbe, sur lequel nous on aurait marché avec nos chaussures, mais lui, ses petits sabots se renfonçaient profondément. Alors dans la catégorie des farces du petit bourricot, c'est la gourmandise qui joue beaucoup. Je me souviens d'un petit restaurant en Suisse, je m'étais approché de la porte pour consulter le menu, et de chaque côté de la porte, il y avait 2 petits arbustes. Et le temps que je lise le menu, mon Ferdinand avait croqué complètement, là, jusqu'au ras de la terre, l'un des petits arbustes. Bien évidemment, je ne suis pas allé manger dans ce restaurant, je me suis empressé de me sauver bien vite. Il arrive aussi que les ânes fassent les imbéciles et nous fassent une grève absolument pas programmée. Et devant tout le monde, il y a toujours devant tout le monde d'ailleurs, ils s'effondrent, la langue pendante, et ils font semblant d'être complètement épuisés. Et là, il n'y a pas 40 solutions, c'est un petit coup de baguette sur le cul pour les faire se relever, et pour éviter la honte. Il m'a fait ça, mon Ferdinand, un jour, après avoir marché 5 mètres à la sortie d'un camping. Voilà, il s'est effondré devant la cabane du camping, et devant tous les autres pèlerins réunis. Et voilà, en général, tout le monde dit « pauvre bête, il est chargé, il est épuisé, il faut qu'il s'arrête de marcher ». Pas du tout, simplement, ils ont envie de faire leur intéressant. Dans la catégorie des gags que peut inventer un petit âne, je me souviens d'une petite chapelle quelque part dans l'Aveyron. J'avais accroché mon âne à l'extérieur de la chapelle et je suis entré et j'étais au niveau de l'autel lorsque j'ai entendu brusquement un des volets de la porte de la chapelle s'ouvrir, claquer, et Ferdinand entrer dans la chapelle et aller jusqu'à l'autel auprès de moi. Il avait réussi par un mystère que je n'éclaircirai jamais à défaire sa longe et ensuite donc à pousser la porte d'un coup de museau pour rentrer dans l'église. Un des plus beaux transports que j'ai eu avec Ferdinand, c'était lorsque je suis revenu de Lettonie. Le capitaine d'un ferry entre Riga et Rostock a accepté de prendre l'âne sur le pont, avec là où il y a les voitures et les camions, à la condition que je construise un box pour qu'il n'aille pas rayer les carrosseries, qu'il ne divague pas. Et bien c'est ce que j'ai fait, donc j'ai passé une journée dans la zone sous douane pour construire un bois avec des vieilles palettes. Et un transpalette a monté mon box sur le pont, et le petit âne a passé 2 jours sur la mer Baltique, voilà, entre les gros camions, nourri par tout l'équipage, et très heureux de faire sa première traversée maritime. Et tout s'est très bien passé. Oui, alors
a beaucoup évoqué les petites galères ou les anecdotes, les points sur lesquels l'âne peut bloquer, mais en réalité ça c'est un tout petit pourcentage infime de la randonnée avec un âne. Dans 99% des cas, tout se passe excessivement bien et il n'y a jamais de problème. Non seulement il n'y a pas de problème, mais c'est que du bonheur. Randonner avec un petit âne, découvrir un pays à pied avec le petit âne à côté de soi, c'est un bonheur, c'est une ouverture envers les gens qui nous accueillent, beaucoup plus que si on avait un simple sac à dos. Et c'est le plaisir de marcher tout doucement et de manger le pays à la lenteur de ses pas.